Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Je vais aborder un grand classique en consolidation, le retraitement du crédit bail. Le retraitement du crédit bail fait partie des retraitements d'évaluation ou d'affectation comptable en appliquant la norme IFRS 16. Nous allons activer le crédit bail, encore dit contrat de location-financement. Nous l'activons au niveau du bilan. Alors, selon le principe de prédominance de la substance sur l'apparence, le bien en contrat de location-financement, dit crédit bail, est considéré comme étant un actif de l'entreprise acquis à crédit avec un emprunt. Avec un emprunt théorique, puisque dans les faits, l'entité n'est pas propriétaire du bien tant qu'elle n'a pas levé l'option d'achat à terme. Donc on va considérer qu'elle est utilisatrice du bien, à juste titre, et donc ce bien doit être inscrit en termes d'actifs économiques au niveau du bilan consolidé avec un mode de financement, à savoir un emprunt théorique. Donc il convient, selon le principe de prédominance de la substance de l'apparence sur la forme, d'inscrire le bien en contrat de location-financement comme étant un actif, je disais, de l'entreprise acquis à crédit avec un emprunt. Il convient alors, dans le journal de consolidation, d'inscrire le bien en immobilisation corporelle à l'actif du bilan pour sa valeur d'origine au contrat de crédit bail, déduction faite des amortissements corporels. D'inscrire en contrepartie au passif un emprunt théorique pour la valeur du coût d'entrée de l'immobilisation, déduction faite des amortissements financiers. Alors si la consolidation était demandée au point de départ, j'aurais tout simplement l'immobilisation en valeur brute, elle ne serait pas encore amortie, ne serait-ce qu'en partie, et en face, j'aurais l'emprunt qui a été contracté théoriquement. Voilà. Bien évidemment, la date de consolidation qui est demandée est après la mise à disposition du bien. Donc, nous inscrivons en contrepartie au passif un emprunt théorique pour la valeur du coût d'entrée de l'immobilisation, déduction faite de l'amortissement en capital, dit amortissement financier, amortissement en capital emprunté. Et également d'annuler en compte de gestion les redevances de crédit bail, de les remplacer par des charges d'intérêt et par une dotation aux amortissements corporels, comme si l'entreprise était propriétaire du bien. Bon, elle en est utilisatrice. Partons de l'exemple suivant. Vous avez une société B qui est détenue à hauteur de 80% par A. B a souscrit, donc A exerce un contrôle exclusif sur B. B est donc en intégration globale. B a souscrit en N-4 le 1er avril, donc le 1-4 N-4, un contrat de crédit bail immobilier. La valeur du contrat pour le terrain 300 000 et pour la construction 1 500 000. Donc globalement le contrat, valeur brute pour 1 800 000. Le loyer semestriel de 132 447 € est à terme échu. Les 30 septembre et 31 mars de chaque année, le contrat portant sur 10 ans. La construction est amortissable sur 25 ans. Alors je considère des loyers échus, ce qui est relativement rare dans la pratique, puisque normalement nous avons des loyers payables d'avance, ce qui entraîne le plus souvent le constat de charges constatées d'avance en fin d'exercice comptable, si le point de départ du contrat n'est pas le 1er janvier d'un exercice. C'est la situation qui tombe le plus fréquemment, avec un début de contrat en cours d'exercice, et donc il y aura le constat de charges constatées d'avance en fin d'exercice. Là, je serai en constat de charges à payer, puisque le contrat est payable à terme échu, à chaque périodicité qui échoit. Donc là, ce que nous allons faire, si nous envisageons un exercice à la fois financier et comptable, nous serons donc amenés à construire l'intégralité du tableau d'amortissement financier de l'emprunt, de remboursement de l'emprunt. Ne vous inquiétez pas, dans la mesure où sur l'IE4, on vous donnera directement le tableau de l'emprunt. Et une fois que vous serez bien entraîné, la réalisation des tableaux préparatoires, des calculs préparatoires de retraitement du crédit bail et la passation des écritures en termes de retraitement bilan et retraitement de compte de gestion vous prendront entre 15 et 20 minutes, 15 minutes si vous êtes en forme et 20 minutes si vous l'êtes moyennement.
Donc là, dans un premier temps, nous posons une équation pour trouver le taux semestriel d'emprunt, sachant que nous avons un ensemble immobilier de 300 000 plus 1 500 000, donc 1 800 000, qui est financé. On va considérer que les semestrialités sont équivalentes à des semestrialités d'emprunt. Donc je prends la semestrialité de redevance que je transforme en semestrialité d'emprunt et je vais les sommer, ces semestrialités, sur la durée prévue de l'emprunt théorique, sachant qu'il est indiqué dans le texte que nous avons, eh bien, là, j'ai mis une durée du contrat, le contrat portant sur 10 ans, donc là, j'établis un contrat d'emprunt théorique sur 10 ans. Étant donné que nous parlons de semestrialité, le nombre de semestrialités est de 2 par an fois 10, donc ce qui nous fait 20 semestrialités. Donc pour l'équation, nous allons marquer 1 800 000, 300 000 plus 1,5 million, l'ensemble immobilier qui est égal à la semestrialité constante qui va se répéter 20 fois et que j'actualise. Donc j'utilise le facteur d'actualisation, 1 moins 1 plus le taux semestriel, puissance moins le nombre de semestrialités, c'est-à-dire 20, divisé par le taux semestriel. Donc on utilise un solveur et on trouve TS égale 4%, taux semestriel. Ensuite, nous pouvons établir le tableau d'amortissement financier de l'emprunt théorique. Donc là, nous positionnons l'emprunt restant dû au début du contrat, 1 800 000. Nous avons 4% de taux d'intérêt semestriel, donc 4% d'1 800 000, 72 000 d'intérêt. La semestrialité est de 132 447. Donc je soustrais les intérêts de la semestrialité, puisqu'ils sont inclus dans la semestrialité, et j'obtiens l'amortissement financier de la semestrialité, 60 447, que je soustrais de l'ERD avant échéance, et donc j'obtiens l'ERD après échéance, si je rajoutais une colonne à ce niveau-là, et qui se correspond aussi à l'ERD avant échéance de la ligne suivante. Donc 1,8 million moins 60 447, 1 739 553. Bon, après c'est répétitif, vous prenez un tableau Excel pour réaliser votre tableau d'amortissement. Bien, nous, on va se positionner sur une consolidation décidée. Alors, il y en a une tous les ans, mais là, la question porte sur une consolidation fin N. Donc nous allons effectuer 2 tableaux préparatoires. Donc moi je procède avec un tableau préparatoire des écritures, un qui va impacter les comptes de bilan et un autre les comptes de gestion. Il y a une autre possibilité, je ferai une vidéo pour ce faire plus tard, où nous considérons la situation à l'ouverture, la situation à la clôture et entre les deux la variation qui impacte le résultat de l'exercice auquel on s'intéresse en consolidation. Donc là, le principe de base est relativement simple, même s'il y a quelques petites difficultés qui demandent soit une vision économique globale du fonctionnement de l'entreprise, soit une vision comptable spécifique. Mais on peut très bien s'en sortir, des personnes peuvent s'en sortir en ayant une vision économique du bilan et du compte de résultat de l'entité. Donc là, nous avons à inscrire le terrain et la construction comme si l'entreprise en était en propriétaire et à considérer que depuis le début de la mise à disposition du bien, l'ensemble immobilier, pour la partie amortissable, est amorti ne serait-ce qu'en partie, puisque là on n'est pas à la fin de la durée de vie de l'ensemble immobilier. Donc la partie qui est amortissable sur l'ensemble immobilier, c'est la construction. Donc nous prenons le terrain plus la construction, donc 300 000 et 1 500 000 de valeur brute. Donc ça c'est valable pour la consolidation fin N et fin N-1. Ça ne change pas, le brut n'est pas modifié. Ensuite nous avons les amortissements corporels cumulés donc, qui s'appliquent sur la construction avec une base amortissable de 1 500 000, amortissable sur 25 ans. Nous regardons quand a eu lieu le début du contrat. Le début du contrat c'est le 1er avril N-4. Et donc là, nous sommes fin N. Donc cela compte pour 4,75 années d'amortissement depuis le début du contrat, sur 25 années prévues de durée de vie du bien. Donc nous obtenons un amortissement corporel cumulé de 285 000 fin N
Et pour fin N-1, il y a une année en moins d'amortissement. Donc 1 500 000 fois 375 sur 25, 225 000. Donc là, l'impact sur la consolidation de N, c'est plus 300 000, plus 1 500 000, moins 285 000. Nous augmentons l'actif de 1,8 million moins 285 000. Donc l'objectif, c'est de calculer un impact de variation d'actifs moins une variation de dette. Et par différence, nous allons avoir une variation de capitaux propres. Alors, j'insère maintenant la situation d'emprunt restant dû. Donc pour l'emprunt restant dû, nous allons voir le tableau d'amortissement financier. Nous avons la situation en N. Là, il y a une échéance fin septembre N. Avant l'échéance, 1 243 000 des poussières, moins l'amortissement financier en termes d'échéance, 82 725. Donc après l'échéance, nous nous trouvons à 1 160 301. Soit je rajoute une colonne ici, soit je prends la cellule de la première ligne suivante. Donc 1 160 301 d'emprunts restant dus à cette date fin N. Nous regardons maintenant pour la consolidation fin N-1, donc une année avant. Nous nous positionnons sur l'année N-1, donc 1 399 056 de RD avant échéance, moins, donc je disais, nous nous positionnons sur l'année N-1 pour l'emprunt restant dû fin N-1, donc 1 399 056 moins l'amortissement financier de l'année, 76 484. Donc il nous reste un emprunt restant dû d'1 322 571. Donc nous le positionnons, voilà. Maintenant, étant donné que le point de départ du contrat n'était pas au 1er janvier d'une année, mais en avril, eh bien, il va falloir constater de la dette d'intérêt couru. Alors, ça commence en avril, donc on va avoir une première échéance en septembre. Donc là, il n'y a pas de système de dette d'intérêt couru. Par contre, pour l'échéance, la deuxième semestrialité, celle-ci, si je peux me permettre l'expression, ça va être à cheval. C'est-à-dire que je vais avoir un constat de charge d'intérêt 3/6 pour un exercice comptable et 3/6 pour l'exercice suivant. Pour l'exercice où je constate la semestrialité suivante qui est payée. Donc là, vous savez qu'en comptabilité, on va enregistrer, si on fait une seule écriture, sans avoir écriture de bilan et écriture de compte de gestion à titre de rappel, on va avoir un 661 charge d'intérêt débité à 16 884 dette d'intérêt couru, qui correspond à de la charge d'intérêt que l'on consomme sur l'exercice comptable, mais qui sera payée sur l'exercice suivant. Donc là, nous allons nous dire, nous prenons la charge d'intérêt, donc si nous sommes fin N, la charge d'intérêt qui sera payée sur l'exercice suivant, c'est 46 412 pour la semestrialité suivante. Et cette semestrialité couvre la période de consommation fin septembre N à fin mars N+1. Donc en termes de période de consommation, il y a 3/6 pour l'année N et 3/6 pour l'année N+1. Donc économiquement, on voit bien qu'il faut répartir cette consommation payée à 46 000. Il faut la répartir en consommation effective, la moitié pour les 3 derniers mois de N et 3 mois, les 3 premiers mois de mars. Bon, après, donc on peut le voir de façon économique comme ça. On peut le voir aussi de façon comptable en se disant j'ai un 661 à 16 884 dette d'intérêt couru. Ensuite, en début d'exercice suivant, je contrepasse et je constate les 6 mois, fin mars, 661 à 512 pour le paiement. Donc, par le biais des écritures, j'ai bien 3/6 de consommation en septembre, de septembre à N à fin N, et 3/6 pour début N+1 à fin mars N+1. Donc là, ma dette d'intérêt couru, ça va être ma consommation de fin septembre N à fin décembre N fois qui correspond à 3/6 de la partie dans l'annuité charge d'intérêt qui sera payée, 46 412. Donc je prends 46 412 fois 3/6, 23 206, et je procède de façon similaire pour la consolidation de fin N-1. Donc fin N-1, je me positionne, je me dis ma prochaine échéance c'est mars,
avec 52 902 d'intérêt, et donc il y en aura 3 sixièmes en consommation pour l'exercice N-1 sur cette échéance-là. Voilà. Donc je vais raisonner avec variation d'actifs moins variation de dette. Donc là, la variation de dette, elle est positive, mais comme j'ai mon signe moins devant, je le mets directement dans mon tableau. Voilà, donc moins 322 000, moins 26 000. Ensuite, nous savons que comme le terme est échu, eh bien là, je suis dans une situation où en fin d'exercice, quand en PCG, il a été enregistré dans les comptes sociaux encore dits individuels de la filiale dont je remonte l'information en intégration globale, parce que je suppose que je m'intéresse à une filiale, eh bien j'ai du 612 redevances de crédit bail en fin d'exercice avec un 408 ou un 481, un 48 un compte de charge à payer de dette. Hein. Bon, on peut utiliser le compte 408 fournisseur facture non parvenu. Bon, c'est un petit détail technique. Donc là, ce système-là n'existe pas en IFRS. Puisque en IFRS, on ne constate pas de 612 charges de redevance à 408, mais on aura au contraire un 661 charges d'intérêt comme si on avait financé le bien par de l'emprunt qui supporte une charge d'intérêt, et comme si on était propriétaire du bien, donc on l'amortissait, donc on a un compte 68 avec 28 en contrepartie. Sauf que là, on a des écritures de bilan et compte de gestion, donc compte de gestion d'un côté, compte de bilan dans une autre écriture. Bien, donc là, vous voyez qu'il va falloir que j'annule le compte de fournisseur facture non parvenue. Donc nous savons que les semestrialités s'élèvent à 132 447. Donc quand j'arrive à la fin de l'année N, je me dis, je vais en compte PCG, ce qui a été inscrit, c'est 612 à 408, fournisseur facture non parvenue, pour la moitié de la redevance à venir à payer, donc sur l'exercice suivant. Et j'en consomme la moitié de ce qui sera payé sur l'exercice suivant. Bon, donc là, j'ai ce 612 à 408 qui ne doit pas exister. Donc le 408, c'est un compte de dette, je dois le supprimer. Donc comme je le supprime, quand je fais variation d'actifs moins variation de dette, ça me fait moins une diminution de dette. Donc moins, donc plus. Donc j'impacte avec un plus 66 223, la moitié des 132 000 et des poussières. Maintenant, je fais le total. Total variation actif moins variation de dette, et ça me donne 397 715 en consolidation N et consolidation N-1, 292 200. Donc je me dis, là j'ai une variation de capitaux propres d'un exercice à un autre pour 105 515. Et cette variation de capitaux propres, c'est le résultat. Voilà. 105 515. Bon, après, j'ai indiqué, parce qu'on va s'intéresser au bilan, les 397 715 de base d'IS différée en cumul. L'impact sur les réserves avant IS, c'est 397 000 moins le résultat de 105 000 et des poussières. Et donc, j'ai l'impact sur les réserves de 292 200 avant l'IS. Et si je considère l'impact de l'IS à 25%, l'impact sur les réserves après IS est de 219 150. Donc maintenant, je vais m'intéresser au tableau 2 préparatoire des écritures. Nous allons annuler la charge de redevance de crédit bail qui a été supportée. Alors quel que soit le jeu des écritures, comme je suis sur une année pleine, les semestrialités, le fait que j'en constate une partie en charge sur un exercice, l'autre partie sur l'autre exercice, mais peu importe, puisque de toute manière, même avec le jeu des écritures, je dois avoir une consommation d'une année entière de redevance. Donc comme une consommation pour un semestre, c'est 132 447, pour 2 semestres, ça va être, donc pour 12 mois, 2 fois 132 447, donc 264 894. Charge que j'annule et que je remplace par quoi? Par un constat de dotation aux amortissements corporels. J'ai une construction d'une valeur brute d'1 500 000, elle est amortissable par 25e pour une année entière. Donc je divise par 25, j'ai 60 000 de constat de dotation aux amortissements corporels. Je constate aussi la charge d'intérêt, puisque je considère que le bien est financé par emprunt et que l'emprunt supporte une charge d'intérêt. Donc je regarde quels sont les 12 mois de consommation d'intérêt. Alors comment procéder? Je vais me dire, voilà, je prends mon tableau d'amortissement financier
j'ai ici au milieu 49 721. Enfin, quand je dis au milieu, c'est en fin septembre N et qui correspond à la période de consommation d'intérêt de fin mars N à fin septembre N. C'est vraiment du paiement pour 49 721 en N et ça correspond à cette consommation de 6 mois de fin mars N à fin septembre N, donc ça concerne N. Pas de souci, je prends en intégralité ces 6 mois qui représentent 49 721. Maintenant pour le reste, parce qu'il me manque 6 mois, donc qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, sur ce qui est payé en mars N, 52 902, je consomme 3 mois. 3 mois sur ce paiement de semestrialité, donc 3 sixièmes des 52 902. Et je consomme également sur le paiement qui va venir en N plus 1, le suivant fin mars N plus 1, 3 sixièmes, qui correspond à la consommation de fin septembre N à fin décembre N. Voilà, et le tour est joué. Donc là, nous pouvons mettre 3 sixièmes des 52 902, plus 49 720 à plein, les 6 mois, plus 3 sixièmes sur la prochaine redevance qui sera payable en N plus 1. 3 sixièmes des 46 412. Donc voilà, nous avons notre constat de charge d'intérêt pour une année entière de consommation. Donc 60 000 de dotation aux amortissements, plus la charge d'intérêt. Donc nous avons de la charge de remplacement pour 159 378,58 qui se substitue à l'annulation de redevance de crédit bail pour 264 894. Par conséquent, l'impact sur le niveau des charges est un impact diminutif. Donc si mes charges diminuent, mon résultat augmente. Donc j'ai mon résultat brut, donc avant charge d'IS différée qui augmente, résultat, voilà, résultat que j'écrive correctement. Résultat avant charge d'IS différé, donc qui augmente pour 105 515,42. Après l'impact d'IS, ça va me donner 105 515,42 fois 100% moins le taux d'IS, actuellement en vigueur 25%, donc 105 515 fois 75%, plus 79 136,56. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer les écritures. Donc, est-ce qu'on va se dire, j'ai eu de la charge de redevance de crédit bail qui est remontée du fait de l'intégration globale, elle ne doit pas exister. Donc après la remontée de l'information, j'annule mon compte 612 de redevance de crédit bail pour une année pleine, 2 fois 132 447, mais semestrialité 264 894. Je substitue par des dotations aux amortissements corporels et des charges d'intérêt, 60 000 et 99 378, 58. Donc là, je vais avoir un impact augmentatif sur mon résultat brut de 105 515. Donc, j'ai plus de base imposable. Ma charge d'IS différée augmente pour 25% du résultat brut qui augmente de 505 515. Donc, j'ai 26 378 de charge d'IS différée en augmentation et mon résultat net est impacté pour 105 515 fois 75%, 79 136,56. Encore une fois, le tour est joué. Donc maintenant, nous allons sur l'écriture rectificative de compte de bilan. Donc au niveau de compte du bilan, tout simplement, je vais insérer le terrain, la construction en valeur brute, 300 000, 1 500 000. J'indique que la construction, la date de consolidation est amortie en partie, donc cumul d'amortissement pour 285 000. Je positionne mon emprunt restant dû pour 1 160 301. Je positionne ma dette d'intérêt couru sur emprunt pour 23 206. J'annule mon compte de dette de charges à payer, fournisseur, facture non parvenue, pour 66 223. Et ensuite, j'ai mon impact que nous avons déterminé dans le tableau numéro 1. Dans le tableau numéro 1, mon impact augmentatif d'actifs nets comptables et de CP en synthèse. Donc les CP en synthèse augmentent en imposabilité théorique pour 25%, augmente pour 397 000 cette base imposable, fois 25%, donc j'ai un IDP de 99 428. Étant donné que j'ai déjà calculé le résultat, nous avons un impact de résultat net en augmentation de 79 136. Bon, si vous avez suivi mes cours
ou d'autres cours de consolidation. Vous savez que le résultat, quand il augmente en compte de gestion, il est indiqué au débit et en compte de bilan au crédit. Donc là, je positionne mon résultat au crédit et ensuite, nous n'avons plus qu'à exprimer la réserve. Nous équilibrons avec la réserve, mais si on veut tout justifier, naturellement, nous prenons le tableau de données de retraitement. Nous avions calculé une réserve qui a impacté après IS pour 219 150 en augmentation. Donc nous positionnons cette augmentation de réserve 219 150,20. Voilà pour l'écriture rectificative de compte de gestion. J'espère que cette vidéo vous sera utile et puis j'en envisagerai une avec le système des charges constatées d'avance. Alors comme le compte de charges constatées d'avance c'est un compte, pour ceux qui connaissent bien le système comptable, ou pour les autres qui ont quand même une vision synthétique, c'est un compte de bas de bilan, en réalité c'est un compte de créance, bon, mais relatif à des charges constatées d'avance, créance d'un exercice sur un autre, bref c'est un compte de régularisation. On l'annule parce qu'il ne doit pas exister en IFRS, donc il passera, comme il était au débit, il passera au crédit. Voilà ce qui change par rapport à ce compte fournisseur facture non parvenue, qui était au débit, que j'annule et que je mets, qui était au crédit, que j'annule et qui passe au débit, pardon. Voilà, bon, ben, j'espère avoir été complet. Écoutez, je vous souhaite goodwill à toutes et à tous. Portez-vous bien et puis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.